Salut à tous. Nous sommes le vendredi 8 mai et hier, quelque part au-dessus du détroit d'Ormuz, un drone iranien montait vers un navire de guerre américain, mais il n'y est jamais arrivé. Un faisceau invisible, 60 kW d'énergie concentrée, s'est verrouillé sur la cellule du drone à la vitesse de la lumière. Le capteur de guidage du drone a grillé, sa structure a lâché et il est tombé dans le golfe d'Oman sans qu'un seul missile intercepteur soit tiré. Coût de l'engagement, à peu près l'électricité nécessaire pour appuyer sur la gâchette. Voilà ce qui se passe. Pendant ce temps, les F-35 sont déjà en vol. Dans l'heure qui suit, les ports qui ont lancé l'attaque sont en feu. Bandar Abbas, l'île de Keshm, Minab, Bandar Kargan. Batterie de missiles réduite au silence. Réseau radar plongé dans le noir. Poste de commandement disparu. Le réseau iranien de déni d'accès à Ormuz, soigneusement construit pendant des années, commence à être démantelé en une seule nuit de frappe de précision. Et au milieu de tout cela, 3 destroyers américains réussissent à traverser l'un des passages navals les plus contestés de l'histoire moderne. Ils encaissent simultanément des missiles, des drones et une flotte de vedettes d'attaque rapide, sans subir le moindre impact, puis entrent proprement dans le golfe d'Oman comme s'ils possédaient chaque centimètre du détroit d'Ormuz, parce que c'était le cas. Le porte-parole militaire de l'Iran est passé à la télévision d'État et a parlé d'une violation du cessez-le-feu. Il a affirmé que les défenses aériennes iraniennes avaient abattu 2 appareils américains. Faux. Il a promis une action réciproque. Aucune de ces affirmations n'a été vérifiée de façon indépendante. Pendant ce temps, le message du commandement central américain, le CENTCOM, était d'une clarté absolue. Les forces américaines ont intercepté des attaques iraniennes non provoquées et ont répondu par des frappes d'autodéfense pendant que des destroyers lance-missiles de la marine américaine transitaient par le détroit d'Ormuz vers les golfes d'Oman. Le président Trump a publié sur Truth Social qu'aucun dommage n'avait été infligé aux 3 destroyers, mais que de lourds dommages avaient été infligés aux attaquants iraniens. Puis il a qualifié les frappes portuaires de représailles de jolis petits gestes d'affection. L'Iran devrait donc être très motivé à signer un accord avant de découvrir ce que ressent l'autre main, parce que celle-là ne sera pas un geste d'affection. Celle-là voudra dire les vraies affaires. Il n'y a que dans l'univers médiatique de Trump qu'un échange militaire peut être emballé comme un slogan promotionnel entre 2 publicités de campagne. C'est la puissance aérienne et maritime américaine en action. Et les prochains jours définiront toute cette confrontation. L'image de marque était plus bruyante que le briefing, mais la pression derrière, elle était bien réelle. Pendant ce temps, sur Truth Social, le président Trump a montré le faisceau laser en action, montrant ce destroyer américain qui tirait cette arme à énergie dirigée directement sur ce drone, le transformant en métal et en verre fondu, tombant essentiellement sans danger dans l'océan. Pour la chambre d'écho pro-Trump, même un éclair de lumière devient une affiche de campagne avant que quiconque ait fini de lire le briefing. Ce système a probablement été utilisé pour griller ces drones avant qu'ils puissent causer le moindre dommage à ce bâtiment naval américain. Mais d'abord, il faut reconstituer l'ensemble du tableau parce que la géographie de cette opération est aussi importante que l'action elle-même. Le détroit d'Ormuz mesure 20 et 1 mille de large à son point le plus étroit. 1/5 du pétrole mondial y transite. L'architecture de défense côtière de l'Iran comprend des missiles, des radars, des drones, des vedettes rapides, tout l'arsenal. Et elle est construite autour d'une seule mission. Rendre ce passage si dangereux qu'aucun adversaire ne puisse garantir un transit sécuritaire. Le 7 mai a été la tentative la plus sérieuse de l'Iran à ce jour pour prouver que sa doctrine fonctionne encore. Mais l'USS Truxtun, l'USS Rafael Peralta et l'USS Mason avaient quelque chose à dire là-dessus. Ils avaient commencé leur transit vers l'ouest en direction du golfe d'Oman lorsque, à mi-parcours, les forces iraniennes ont lancé une attaque en couche, des vedettes d'attaque rapide se rapprochant depuis plusieurs vecteurs. C'est exactement la tactique que les pilotes de chasse étudient depuis des décennies. C'est ce que l'Iran tenterait de faire pour neutraliser un bâtiment naval américain. Des vedettes d'attaque rapide venues de plusieurs vecteurs, cherchant à perturber des systèmes comme le système Aegis. Des essaim de drones arrivant de la côte nord, ainsi que des missiles balistiques et des missiles de croisière tirés depuis des sites de lancement terrestre.
C'est une tentative coordonnée de saturation, conçue pour submerger les systèmes défensifs du destroyer en les forçant à suivre et à engager des dizaines de menaces simultanément. Le système de combat Aegis est ce système intégré de radars et d'armes, le cerveau de gestion du combat à bord de chaque destroyer de classe Harley-Burke. Aegis est le système qu'il ne faut pas rejeter à la légère. C'est celui que l'on présente comme un simple entraîneur personnel ou un coach de tennis inoffensif, qui parle seulement de conditions physiques et aide à améliorer la posture, alors qu'en réalité, c'est le système central qui gère le combat du navire. Voilà l'étrange rythme de l'ère Trump, expliquer des systèmes de guerre à plusieurs milliards de dollars avec des blagues de vestiaire, puis s'attendre quand même à ce que la salle appelle cela une stratégie. Chaque missile a été intercepté. La F-64 Apache aurait aussi été en vol avec des F-35 et des F-18, potentiellement même des F-6 de l'armée de l'air américaine, qui ont récemment été observés en mission dans la région. Mais ces A-64 Apache ont probablement eu beaucoup à dire à ces vedettes d'attaque rapide. Ces A-64 avec les F-35 ont frappé les seins de vedettes rapides avec des missiles Hellfire, des JDAM et des canons. Le F-35 possède un canon de 25 mm, tandis que la A-64 dispose à l'avant d'un canon mitrailleur monté sur casque, capable de déchiqueter ces vedettes d'attaque rapides comme ça. Les essaim de drones sont ensuite tombés directement sur les systèmes à énergie dirigés que la marine américaine a activés. Les bateaux derrière la première vague de vedettes d'attaque rapide ont donc probablement vu leurs camarades se faire griller, puis ceux à l'arrière ont commencé à se disperser. Ceux qui ne se sont pas dispersés à temps sont allés au fond de l'océan en premier. Et ensuite, l'H-64 a probablement appuyé l'action et nettoyé le reste de ceux qui tentaient de se disperser et de prendre les bâtiments navals à revers. 3 destroyers, 0 impact, la puissance aérienne remportant la journée avec une énorme puissance maritime, mission accomplie. Maintenant, la contre-frappe. Et c'est là que la géographie devient l'histoire. Bandar Abbas est le joyau de la projection de puissance iranienne autour d'Ormuz. Situé sur la rive nord du détroit, c'est à la fois le plus grand port commercial de l'Iran et le quartier général des opérations de surface et sous-marine de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, dans le golfe Persique. La marine principale de l'Iran a été détruite. L'Iran s'appuie donc maintenant sur ses vedettes d'attaque rapide, probablement aussi avec plusieurs sous-marins, pour essayer de faire mal dans le détroit d'Ormuz. La base navale adjacente au port commercial abrite des vedettes d'attaque rapide, des navires mouilleurs de mines et l'infrastructure de commandement qui coordonnent les opérations d'interdiction à travers le détroit. Frapper Bandar Abbas ne fait pas seulement mal à l'Iran sur le plan militaire. Cela touche à la fois l'artère économique et le cerveau de commandement de la marine du CGRI. L'île de Keshm se trouve directement dans le détroit lui-même. Le porte-avions insubmersible de l'Iran, comme ils aiment l'appeler. Avec ses 1500 km, c'est la plus grande île du golfe Persique, positionnée pour contrôler la voie maritime nord à travers Ormuz. Les forces iraniennes ont utilisé Keshem pour préparer des opérations de drones, positionner des réseaux de radars côtiers fournissant des données de ciblage aux batteries de missiles antinavires et, bien sûr, stationner des escadrons de vedettes d'attaque rapides dans les criques abritées de l'île. La jetée Barman, sur la côte sud de Keshem, expressément mentionnée dans les rapports des médias d'État iraniens sur la frappe, est un nœud logistique connu du CGRI et elle vient d'être neutralisée. C'est un message sans ambiguïté. Désormais, le CGRI n'a plus de capacité de réapprovisionnement. Frapper Keshem signifie priver l'Iran de sa plateforme avancée à l'intérieur même du détroit d'Ormuz. Et puis, Minab se trouve à l'intérieur des terres, au sud-est de Bandar Abbas, et son importance tient précisément au poste de contrôle de la police navale du CGRI, désormais confirmé comme ayant été frappé par les forces américaines. Cette installation coordonne les essaims de petites embarcations. C'est un centre de répartition pour la stratégie de la flotte Moustique. En gros, si on le neutralise, on dégrade la capacité de l'Iran à orchestrer le genre d'assaut multivecteur de vedettes rapides qui viennent d'échouer contre les 3 destroyers, mais c'est tout ce qu'il reste à l'Iran. Et puis, Bandar Kargan a aussi été confirmé comme ayant été frappé.
en tant que plus petit poste de contrôle côtier utilisé comme point de contrôle naval pour les navires entrant et sortant de l'approche, et du détroit lui-même. Combiné à Minab, son élimination resserre l'emprise américaine sur la capacité de l'Iran à déployer rapidement des moyens maritimes dans la zone d'engagement elle-même. La liste des cibles du CENTCOM, sites de lancement de drones, radars côtiers, lieux de commandement et de contrôle, et nœuds de renseignement, surveillance et reconnaissance correspondait parfaitement à ces 4 emplacements. C'était pas une riposte aléatoire, ni seulement un simple geste d'affection. C'était une déconstruction précise et planifiée de l'infrastructure spécifique qui venait d'essayer de couler les 3 navires américains. L'Iran avait bâti tout ce réseau côtier pour rendre les amiraux américains nerveux. Mais après la nuit dernière, disons simplement que ce sont les amiraux iraniens qui n'ont pas dormi. Au matin, le Tour de Victoire était déjà vendu comme une casquette en édition limitée, parce que la retenue n'est jamais le produit dérivé qui se vend le plus vite. Les trajectoires des avions ravitailleurs cassés, un 3-5 Stratotanker, 5 avions de ravitaillement en vol partis simultanément des Émirats arabes unis, montre que le paquet de frappe était soutenu et en plusieurs vagues. On ne maintient pas des ravitailleurs en vol pour un seul passage. Quelque chose a parcouru beaucoup de kilomètres la nuit dernière et ce n'était pas en direction opposée à l'Iran. C'était clairement vers l'Iran. Des F-35 de l'armée de l'air américaine ont probablement agi avec des F-35 de la marine américaine, également avec des F-35 de l'unité expéditionnaire des marines présentes dans la région. Les 3 types de F-35 ont probablement tous participé à ces frappes en neutralisant ces actifs clés. Et tout cela peut être combiné aux A-60 Apache et aux F-18 capables de protéger le blocus naval lui-même. Mettez tous ces moyens aériens ensemble et disons simplement que l'Iran va marcher de travers pendant quelques semaines après celle-là. Le guide de style pro-Trump n'a qu'une règle. Si une phrase peut sonner comme une promo de lutte, il faut qu'elle sonne comme une promo de lutte. Mais pour comprendre pourquoi l'Iran continue de lancer ses attaques malgré les résultats, il faut comprendre ce qu'il croit accomplir et ce qui lui reste réellement comme capacité militaire. Ainsi, depuis le début de l'opération Epic Fury, ils ont été frappés si durement qu'ils vont maintenant se rabattre sur la seule chose qu'ils possèdent encore, les essaims moustiques, les missiles de croisière côtiers, et certains de ces systèmes sont enterrés dans des bunkers souterrains le long du littoral. Sur les images, on peut voir que ces dispositifs peuvent simplement sortir de bunkers le long de la côte et tenter de semer le chaos contre des navires militaires ou commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Leurs drones d'attaque de type Shahed sont leur principale option lorsqu'il s'agit d'essaims de drones. Ils en ont probablement encore beaucoup dans des bunkers souterrains où, en gros, le littoral se soulève légèrement. Ces systèmes décollent et ils ont maintenant la capacité de provoquer une forme de chaos dans le détroit d'Ormuz avec les quelques missiles balistiques qui leur restent et que nous les avons vus lancer récemment contre les Émirats arabes unis en représailles au transit par le détroit d'Ormuz. Les Émirats arabes unis ont maintenant officiellement établi un comité national chargé de documenter les actes d'agression iraniens et les dommages qui en résultent. C'est un pays qui construit un dossier juridique et diplomatique, mais simultanément, la défense aérienne des Émirats arabes unis a été activée le 7 mai pour intercepter des menaces iraniennes, ce qui signifie que les attaques de l'Iran menacent désormais directement et régulièrement ses voisins du Golfe. Encore une fois, la coalition régionale qui soutient la position américaine ne se fissure pas, elle se durcit. La grande stratégie de l'Iran consistait à rendre le détroit d'Ormuz trop coûteux à contester pour l'Amérique. Mais les États-Unis et leurs partenaires du Golfe viennent de répondre en le rendant trop coûteux à défendre à long terme pour l'Iran. Le message qui l'entoure, bien sûr, essaye encore de transformer une coalition fragile en visuel de victoire avant même que la fumée se soit dissipée. Mais le matériel compte ici, en particulier, les 2 histoires technologiques qui définissent le 7 mai et ce qu'elles signifient pour chaque engagement qui suivra. Du côté défensif, il y a les interceptions au laser. 2 systèmes à énergie dirigée sont confirmés comme étant déployés dans ce théâtre et l'un ou les 2 pourraient avoir été actifs durant cet engagement. D'abord, il y a Odin, c'est l'Optical Dazzling Interdictor Navy,
Il est désigné ANSEQ4, c'est ce qu'on appelle un système de neutralisation douce. Il projette un faisceau laser concentré sur les capteurs électro-optiques et infrarouges d'un drone. Le drone n'explose pas, il devient essentiellement aveugle. Le système de guidage perd la cible, perd son orientation, et la cellule s'écrase d'elle-même ou devient une proie facile pour d'autres systèmes défensifs. Odin a été confirmé comme étant déployé sur des destroyers de classe Harley-Burke durant l'opération Epic Fury. C'est pas expérimental, ce sont des armes laser opérationnelles qui écrasent les drones iraniens. Pour la machine à enthousiasme alignée sur Trump, non expérimentale, est généralement le signal de faire comme si le communiqué de presse avait été rédigé sur l'aile d'un avion de chasse. Ensuite, il y a le système Helios. Cet acronyme mérite une place dans les annales. High Energy Laser with Integrated Optical, Dazzler and Surveillance. Le MK5 mode 0 est le système de neutralisation du rabord de l'USS Preble, confirmé comme opérant dans ses eaux. 60 kW d'énergie concentrée. Il ne rend pas le drone aveugle. Il le détruit quand on ne peut pas l'aveugler, on le détruit simplement sur le plan structurel. C'est la démonstration de force ultime. Il brûle la cellule en plein vol, de manière invisible. Au début de 2026, le Preble a utilisé Helios pour détruire 4 drones lors d'une démonstration réelle en mer. Une preuve de concept dans de vraies conditions océaniques avec un véritable état de mer et de l'air salin. Le chef des opérations navales de l'époque a été très explicite. L'énergie dirigée devient la première option de défense rapprochée pour chaque navire de la flotte. Chargeur infini, aucun réapprovisionnement, aucune crise de stock, quelle que soit la durée du déploiement. Voilà donc les lasers pour la défense. Maintenant, du côté offensif, il y a les frappes portuaires. Aucune plateforme n'a été officiellement confirmée, mais le profil des cibles, les cassés, un 3.5 en vol, et le calendrier pointe assez clairement vers le F-35. Le F-35C de la marine opère depuis l'USS Abraham Lincoln, et les F-35A de l'armée de l'air décollent de plusieurs bases dans la région, en coordination avec le F-35B de l'unité expéditionnaire des marines. C'est celui qui peut effectuer un décollage court et un atterrissage vertical. Le F-35A de l'armée de l'air opère probablement depuis la base aérienne d'Al-Dafra aux Émirats arabes unis à environ 15 minutes de vol du littoral d'Ormuz. Toutes ces variantes transportent le radar AESA-AN, APG 8.1, un réseau à balayage électronique actif qui suit et guide simultanément les armes tout en brouillant passivement les radars ennemis sans révéler la position propre de l'appareil. Face à des défenses aériennes côtières iraniennes, déjà dégradées par 2 mois de frappe de l'opération Epic Fury, le profil faiblement observable du F-35 le rend pratiquement fantomatique à l'approche de ses cibles. Et cela nous amène à l'analyse stratégique en mode échec en 4 dimensions, parce que le 7 mai a été à la fois une victoire tactique en permettant aux navires de traverser le détroit d'Ormuz et aussi une série de frappes tactiques sur ce qui pourrait venir ensuite. Chaque fois que échec en 4 dimensions apparaît, la traduction pro-Trump est généralement simple. Transformer l'incertitude en génie et qualifier chaque mouvement risqué d'inévitable après coup. La façon dont le président Trump présente cela comme un geste d'affection accomplit plus de travail diplomatique qu'il n'y paraît. Elle signale aux partenaires européens qui pressent Washington de maintenir le cessez-le-feu que les États-Unis n'ont pas totalement quitté la table. Mais la publication sur Truth Social avertit aussi que d'autres frappes, beaucoup plus dures et beaucoup plus violentes, suivront si l'Iran ne signe pas rapidement l'accord. C'est l'autre moitié du message. Le cessez-le-feu tient encore techniquement, mais le plafond de la menace vient de monter de façon importante. Voilà la formule de communication de Trump en miniature. Une main fait signe vers la diplomatie, l'autre pose déjà devant l'image d'une explosion. Toute la position de négociation de l'Iran repose sur 2 piliers. D'abord, la peur des marchés mondiaux de l'énergie face à une fermeture complète d'Ormuz, même si nous avons vu le Brent baisser en réalité ces derniers jours. Et aussi, ils disent qu'ils contrôleront entièrement le détroit d'Ormuz par un harcèlement soutenu. Et ils veulent finir par épuiser la volonté politique américaine de maintenir leur propre blocus du détroit d'Ormuz. Mais
ce que nous avons vu hier, ce sont des interceptions laser qui détruisent entièrement la logique économique de la stratégie des SEM de drones que l'Iran veut utiliser contre les États-Unis. C'est un coup massif porté au CGRI et un coup que le CGRI pourrait considérer comme une raison de revenir à la table, mais comme nous l'avons vu, ils sont assez nihilistes. Ils vont probablement couler avec le navire. À partir d'ici, la question est de savoir si les durs du CGRI vont réellement revenir à la table et pousser leurs marionnettes politiques à conclure un accord, ou si de nouvelles frappes américaines apparaîtront dans les prochains jours, détruisant encore davantage de batteries côtières et la capacité de l'Iran à semer le chaos dans le détroit d'Ormuz. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne. Rendez-vous très bientôt.